Jacques Villeray, l'un des plus grands acteurs du cinéma français. Les années passant, on mesure avec quelle intensité son visage, ses expressions, son jeu, son humanité nous ont marqués. Le 6 février 1951, naît Jacques Villeray, de son vrai nom Jacky Bouffroura. Il naît à Tours, à une demi-heure de Loches, une petite bourgade au bord de l'Indre que domine une forteresse médiévale. C'est ici qu'il va passer son enfance, dans cette petite ville, qui est aussi le lieu de naissance d'Alfred de Vigny. Sur la façade de son ancienne école, aujourd'hui une école de musique, un trompe-l'œil représentant Jacques Villeray nous rappelle qu'il est toujours là, comme dans le parc de la ville, où une statue à son effigie a été érigée. Accidentellement, dirais-je, il n'est pas né à Loches, c'est comme s'il était né à Loches. Vous savez, le temps de la délivrance de sa mère qui s'est faite à Tours, il est revenu habiter Loches, où habitaient ses grands-parents, et où sa grand-mère habite toujours. Il est revenu habiter avec sa maman, qui était coiffeuse, qui avait un salon de coiffure, juste là, dans la rue Cannefolle, son premier salon de coiffure. L'actuelle droguerie Arc-en-Ciel, qui était le second salon de coiffure de la mère de Jacques Villeray. Elle avait acquis ce salon, mais encore plus intéressant, c'est qu'au premier étage, il vivait là comme on le faisait à ces époques-là où les commerçants vivaient au-dessus de leur magasin. Ce qui le caractérisait, je crois, c'est que c'était quelqu'un qui était très apprécié comme copain. On l'appelait à cette époque-là Pato parce qu'il était un petit peu enveloppé. Il était très apprécié parce qu'il jouait très bien au football. Il était très adroit, c'est quelqu'un qui driblait très bien, qui avait un très bon jet de tête et qui marquait facilement des buts. Donc il avait une grosse cote. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez émouvant de se dire que le gamin, il a couru sans doute sur ses pistes parce qu'il faisait aussi un peu d'athlétisme. Et puis surtout, il jouait au foot et il a disputé plus d'un match sur ce terrain. Il avait une grosse cote aussi parce que c'était un très bon élève. C'est quelqu'un qui a commencé à raconter des histoires. C'est quelqu'un qui s'est mis à faire de petites imitations. Imitations de personnages célèbres, comme De Gaulle par exemple. Paul Prébois, voilà, dans c'était, je sais plus, les 5 dernières minutes, un truc comme ça. Non, il était vraiment bon. Déjà tout gamin, il faisait rire un peu les élèves. Il était déjà rigolo à son époque. Il était capable d'enchaîner des choses comme ça amusantes, un peu comme, je pense, dans les joutes de théâtre. Là. À la veille de chaque vacances, il prenait la place du professeur sur le bureau et puis il imitait les professeurs, il imitait tous les professeurs. Et de manière très humoristique et puis intelligente, parce que c'était jamais méchant. Et les professeurs appréciaient même ces imitations. Mais ce sont des imitations qu'il travaillait. Il préparait le texte et puis il avait repéré toutes les habitudes des professeurs, toutes les petites phrases qu'il sortait régulièrement. Lorsqu'il est allé aux éclaireurs, ça a été une très bonne ouverture pour lui, justement, où on lui a permis de monter sur les premières planches et voilà, où il se réalisait. La première fois qu'il est monté sur scène, c'est lors d'un spectacle réalisé par les éclaireurs qui s'appelait les J3. Jacques Villeray était beaucoup plus jeune que moi. Il avait 14 ou 15 ans, alors que moi, j'étais déjà rentré dans la vie active, dans ma vie professionnelle. Et ce qui nous a rapprochés, c'est les répétitions de la pièce Les J3 que nous avons jouée sur la scène du Palace Cinéma. Nous sommes là maintenant, dans la Grande Rue, où se tenait autrefois, à la place du Passage de Menou, l'ancien cinéma, le grand cinéma de Loches, le Palace. Et c'est ici même, à cet emplacement, que Jacques est monté pour la première fois sur des planches, puisqu'il a joué ses premières pièces de théâtre ici. Vraiment, il brûlait les planches. À 14-15 ans, on sentait qu'il était doué. Il m'avait dit qu'il pensait au métier d'acteur. Bien qu'un professeur l'ait un petit peu découragé, ça l'avait chagriné, ça d'ailleurs. Le principal du collège, à l'époque, M. Aquilon, lui a dit de l'envoyer à Tours. Il a fait ses études au lycée Descartes à Tours et là il a fait son conservatoire. Et il a eu son prix de conservatoire à Tours et il est parti à Paris là, et la carrière a été lancée. Alors Jacques Villeray s'est présenté au concours du conservatoire. Il a été reçu. C'était la même génération que Bernard Giraudot, que Jean-François Balmer,
Nous, on était la génération l'année juste avant, avec Jacques Weber, avec Jacques Spiesser, avec Gérard Caillot, avec Jean-Luc Boutet, avec Jacques Weber, etc. Dans la mesure où on joue le jeu de cette maison, bon, ben, à la fin, on est pénalisé ou récompensé ou ça quoi. Alors il restait un peu terrorisé au conservatoire parce qu'il était chez Louis Seigné et Seigné c'était une espèce de, c'était une autorité. Louis Seigné était très prosaïque. C'était, quand je disais qu'il n'était pas un littéraire, qu'il était dans la matière, comme un sculpteur sera dans la matière, lui, il est dans le texte. Et Villeray, il rêvait en fait d'aller à la Comédie Française et de suivre. Il se sentait un peu le fils spirituel, là, ou le petit-fils. Louis Seigné a participé à donner une exigence à Jacques Villeray de son métier d'acteur dans ce qu'on peut appeler, je vous ai parlé tout à l'heure, du principe de réalité, c'est-à-dire savoir son texte sur le fil du rasoir. Il a tout de suite compris, Louis Seigné, que la place de Villeray était à la Comédie Française et qu'il serait une sorte de Rému du français. On était très amis. On avait, on partageait le même hôtel. On était à l'hôtel de Saussure, qui était, c'était un hôtel meublé et qui était, et je crois savoir que c'est les parents de Dusselier qui avaient trouvé cet hôtel. Et Dusselier, il n'est pas resté longtemps. Et en revanche, Villeray et moi, on est restés très longtemps. On n'avait pas grand-chose devant nous, mais on était bien ensemble, on était invulnérables, quoi. On avait moins de soucis de se dire il faut bon, on n'avait que le souci de suivre une école, d'y être bien et d'essayer d'en sortir avec un prix, voilà. Il avait une technique, un phrasé extrêmement classique. C'était un vrai acteur de troupe, un technicien hors pair. Il savait très bien ce qu'il faisait. C'était pas du tout du laisser-aller d'improvisation. Au contraire, si tu regardes bien les interprétations de Villeray, elles sont toujours extrêmement précises. Et donc cette qualité primaire, basique, d'un comédien de théâtre, il la possédait. Il avait une grande envie de réussite quand même. Et si vous voulez, il avait quand même conscience de son pouvoir comique. Il travaillait énormément, à la virgule près, il n'y avait pas de hasard. Il faisait ce qu'il avait envie de faire, la manière dont il avait envie de le faire, mais par le travail. C'est un comédien pour lequel toute notre génération avait un respect et en même temps une terreur, parce que tout le monde savait que face à Villeray, si tu n'étais pas au top, c'est foutu. Alors que sa carrière au théâtre débute, c'est le cinéma qui va lui ouvrir ses portes, avec RAS d'Yves Boisset. Moi, ça me paraissait très important que les personnages soient vraiment joués par des gens qui ont l'âge qu'ils devraient avoir dans la réalité. Et RAS, donc c'est des appelés, donc c'est des types qui ont à peu près l'âge qu'on a au conservatoire. À partir du moment où ils avaient dans les 20 ans, ben, ils n'avaient jamais tourné de film. Et donc c'était le premier film de Jacques Spiesser, c'était le premier film de Jacques Weber. Il nous restait un personnage à distribuer, qui était le rôle du petit gros, dont tout le monde se paye un peu la tête, mais que tout le monde aime bien. Jacques Weber, qui avait lu le scénario, dit « Écoute, moi j'ai un copain, il n'est pas du tout acteur, mais il a vraiment une personnalité formidable. Il est venu, tout est Bobby, moi faire du cinéma, et j'ai trouvé formidable. Je trouvais qu'il avait une personnalité étonnante, et je l'ai donc embarqué dans les Aurès, à la frontière algéro-tunisienne, alors qu'il n'avait jamais fait de cinéma, et qu'il découvrait tout ça avec un certain émerveillement. On avait beaucoup de dettes dans un restaurant qui s'appelait le Sherwood, et on avait conscience qu'on allait avec ça payer nos dettes, ce qui nous a encouragés fortement. Immédiatement après, j'ai fait Dupont-la-Joie. Et j'avais trouvé tellement formidable, Jacques,
que je lui ai fait jouer l'assistant de Jean-Pierre Mariel. Et c'est là que, en particulier, Claude Lelouch l'a remarqué. Je crois que je l'ai rencontré grâce à Francis Huster, qui un jour m'a dit il faut que tu rencontres un type absolument incroyable qui va vraiment faire le bonheur de ton cinéma. Et c'est vrai que dès que je l'ai vu, je suis tombé sous le charme. Je me jure que tout va bien. Je te jure que tout va bien, oui. Sur ma tête? Sur ta tête. Ça jure pas alors. Ah, si. Plus que les autres, même. Claude Lelouch, qui tourne avec les plus grandes stars. On est dans les années 80. Il tourne avec les plus grandes stars. Il a les plus grands succès du cinéma français. Il est couvert de récompenses dans le monde. Et tout d'un coup, il va prendre Jacques Villeray pour être la star de ses films. Jacques Villeray. Mais tu te dis, mais il est tombé sur la tête, Lelouch? Non, il n'est pas tombé sur la tête parce qu'il a vu que c'était le plus grand. Il dit à l'époque de Toute une vie, un jour je ferai un film entièrement bâti sur toi. Lui et Denner, bien entendu, en ce qui concerne Repère et Repère. Et depuis pratiquement 5-6 ans, nous avions décidé d'un commun accord qu'un jour on ferait ce film qui tournerait essentiellement autour de Jacques. Qu'il l'a starifié et qui s'appuyait sur sa véritable séduction. Toutes les histoires de Villeray en star chez Lelouch sont des histoires d'amour, de cœur. Il en a fait, c'était le côté Jean-Yann ou Serrault de Villeray. Vraiment la séduction. Lelouch a joué là-dessus, il a eu raison. Et il a merveilleusement hissé au niveau de star Jacques Villeray. Il jouait les innocents, et un innocent à qui on avait envie de tout donner. C'était un personnage qui simplifiait les choses au lieu de les compliquer. Il incarnait la timidité, dans ce qu'elle a de plus noble. Dans Robert et Robert, c'est l'histoire de deux timides qui se rencontrent. Donc je me suis régalé parce que avoir Villeray et Denner face à face, c'est vraiment pour un metteur en scène, c'est l'aristocratie. Ce qui avait de formidable chez lui, c'est que quand il disait quelque chose, on avait le sentiment que c'était vrai. Avec Lelouch, il est remonté une vraie émotion sur le travail de l'acteur et de Jacques. Dutronc, Villeray, Denner, Villeray, et aussi dans Les uns les autres, Villeray avec Huster, c'est pas mal. Ce qui aurait été formidable, c'est qu'il soit dans l'aventure, c'est l'aventure. Lelouch consacre Jacques Villeray en le faisant passer progressivement des seconds rôles au premier rôle. Il obtient le César du meilleur second rôle masculin pour Robert et Robert. Et Claude Lelouch et Jacques Villeray feront 6 films ensemble. Jacques Villeray devient un visage connu du cinéma français. En confiance, il peut explorer, partir à l'aventure, comme avec le Passe-Montagne de Jean-François Stévenin. À l'époque, je voyais le rôle qu'a finalement fait Jacques dans le film d'un gars qui a 25 ans de plus que moi. Donc je pensais à Piala, je pensais à des gens comme ça. J'aurais proposé. Et Maurice m'a dit non, mais non, tu vois, je suis trop vieux, puis moi je suis malade, tiens, j'arrive même plus à baiser, tiens, je vais te montrer les ordonnances, voir ce que je prends, alors là, voilà, bon. Piala que je connaissais de par Rosier, tu vois que j'avais... Après, j'ai même proposé à Truffaut. Il fallait être à bout, hein. Et l'autre, il m'a dit, oh non, Jean-François, parce que moi, non. Et 6 mois après, il est parti faire, pendant que je tournais Passe-Montagne, il est parti tourner avec Spielberg. Close Encounters. Close Encounters. Et je dis à Jacques, c'est pas possible que tu connaisses pas ça, toi, tu connais tout le monde, nom de Dieu. Trouve-moi un mec, mais pas connu. Pas connu. Parce que j'avais peur d'une vedette ou de je sais pas quoi. Il m'avait dit, mais il y en a qu'un. C'est Roussillon. Un jour, oh là, je me rappelle, je suis à l'Étoile, j'ai une idée. Je m'arrête, du coup, ça me stupéfie tellement. Je m'arrête contre un trottoir, je me dis, mais ça fait 1 an que je tarabuse ce mec-là, le Villeray, pour qu'il me trouve un mec introuvable. Mais pourquoi il ne le ferait pas, lui? Voilà, parlons de Jacques sur un tournage, c'est une merveille. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait chier après, c'est que de chaque fois qu'il y a des hommages à je sais pas qui et tout ça, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais Villeray, il n'a jamais été aussi bon que dans Passe-Montagne. Puisque j'ai compris d'entrée qu'il voulait me laisser entièrement responsable de tout.
il écoutait Dutronc dans la bagnole et il jouait à la passe anglaise avec les bûcherons du coin. Donc moi, je trouvais ça très sévère sur le tournage. J'aurais bien aimé qu'il co-réalise, qu'il soit, tu vois, ou qu'il soit avec moi. J'avais l'impression qu'il avait rien à foutre. Parce que je lui disais, tu vois, ce qui serait bien, c'est juste ça. Mais tu vois, mais c'est infilmable. Il me disait, oh, bah c'est infilmable, de toute façon. Et moi, j'étais en extase devant mes copains des Piards, le village des Piards, que j'avais choisi. On tourne avec 3-4 mecs bien allumés, le Jacques. Mais c'est Jacques qui les a drivés. C'est pas moi. Avec d'un seul coup. Et on a fait 4 magasins cette nuit-là. 4 prises. Commence là, avec. Ils sont toujours comme ça, on arrive sur eux. Et l'autre, il dit, non, mais vous êtes tellement dans vos régions, tellement petits. L'autre qui se lève, qui dit, un sens du cadre absolument extraordinaire. Mon pote Circus qui se lève, qui dit, toi, tu veux sortir? Oh, bah c'est pas la peine. Ne touche pas mon écharpe, toi. Viens ici, toi, reste assis. À la fille qui est avec lui. Les rapports exactement que je voulais dans le film. Mais que les mecs avaient aucune conscience de ça. J'ai découvert l'énorme boulot qu'il avait fait face à un novice qui était moi et qui lui avait demandé son aide pour qu'on s'améliore. Et qui m'avait juste dit, oh, bon non, c'est infilmable. Après, tu voulais le faire, bah tu le fais. Succès au cinéma, succès aussi sur scène, au Théâtre des Blancs-Manteaux, avec son one-man show, où Jacques Villeray incarne une galerie réjouissante de personnages du quotidien. Avant, c'était la Pizza du Marais, avant d'être les Blancs-Manteaux. La première fois qu'il a fait son spectacle seul, quoi, son petit one-man, on n'était pas beaucoup dans la salle. Hein. Et je tremblais, quoi. Et après, quand j'ai vu que ça a été très rapide, le succès, c'était une traînée de poudre. Les gens disaient, il y a un gars qui est vachement bien. Et ça venait, et après c'était plein, quoi. C'est magnifique. Ça, c'est des moments qu'on ne peut pas oublier, bien sûr. Il faisait pendant une demi-heure des trucs qu'il avait chopés à mon pote le Texan en disant plus des trucs que je lui avais appris moi, genre Bergman. Oh, Esther, oh monsieur, l'autre il m'a, c'est des trucs qui faisaient lever, mais qui venaient de moi, tu vois. Dans le Texan, dans le Jura, donc l'autre, ah bon, le loup, soudain, le machin, 20 minutes. Qu'on avait répété dans le Jura, pas répété. On avait été au bout de des nuits dans le Jura, et Jacques il dit non, mais voilà, parce que. Après, je revois ça à l'espace Cardin, avec l'autre qui dit soudain, la pauvre bête, puis attendait que l'eau se jeta sur elle, et la mange. Oh ben des trucs recopiés entièrement du Jura. L'erreur tragique de sa vie théâtrale, c'est qu'il est tombé dans le one-man show avec une telle virtuosité extraordinaire qu'il n'a pas pu interpréter au théâtre des grands classiques de troupe où il aurait été prodigieux. D'abord, il était le héros typique des plus grandes pièces de Jean Anouilh, parce qu'il avait justement la cruauté des héros de Anouilh. Il aurait été sublime dans Les Poissons Rouges. Molière, n'en parlons même pas. Il était exactement dans la deuxième partie de l'œuvre de Molière, ce Orgon, ce Argan, parce qu'il avait une énergie. Et justement, cette capacité que n'ont pas tous les acteurs, d'être des partenaires. C'est vrai que c'est bien de faire le boulevard, de faire tout ça, mais de se faire un grand rôle classique. Voilà, il aurait été formidable. Cette carrière sublissime qu'il aurait dû tenir à la Comédie Française, il ne l'a pas tenue. La carrière sublissime qu'il aurait dû suivre au théâtre avec des œuvres de création, des œuvres des plus grands auteurs, il ne l'a pas conduite non plus. Et il s'est laissé somnambuliser par ses réussites magnifiques au cinéma, dignes justement de Rému, de Jean-Yann, de Serrault, etc., d'un très grand... C'était le Rému de sa génération. Sa vie est une tragédie. Une grande rencontre de sa vie, à la lisière du cinéma et du théâtre. C'est Jean-Michel Ribes. J'ai rencontré Jacques presque quand il est arrivé à Paris, quand il est entré au conservatoire. Il habitait
chez un autre comédien, de mes amis, qui s'appelle Roland Blanche. C'était un ami, on riait des mêmes choses. Et à l'époque, quand on riait des mêmes choses, on travaillait ensemble. J'ai fait un premier film avec lui qui s'appelait Rien ne va plus. Je me souviens d'ailleurs, il avait absolument voulu le faire courageusement parce que Fechner, qui l'avait un peu pris sous sa coupe, voulait pas qu'il fasse le film ailleurs. Et lui, il l'avait fait. Il avait joué 11 rôles différents dans le film. Depuis un écrivain perdu jusqu'à une dame. Enfin, c'était un numéro de Frégoli absolument extraordinaire. Et puis, voilà, après, on s'est pour ainsi dire plus quitté. C'était à la fois un homme d'une sensibilité extrême, qui avait cet univers dont on a parlé, et cette capacité d'émouvoir et d'exhaler cette espèce de, à la fois, étrangeté magnifique et cette poésie, et en même temps, c'était une force de la nature. C'était à la fois un poète éthéré et un bûcheron. Il jouait au football formidablement. On avait fait une école de foot au conservatoire, dans le hall du conservatoire. Surtout, c'était un tennisman incroyable. J'ai joué au tennis avec Jacques Villeray. J'ai joué au football avec Villeray. Le petit gros, comme l'appelaient les autres, il était très très fort. Chaque fois c'était pareil. Quand y a un type tombé contre Villeray, le gars disait « Oh, je tombe contre le petit gros, on va se marrer ». Et il se marrait pas parce qu'il ressortait, il avait pris 2 roues de bicyclette. Et le gars disait « Je comprends pas, j'ai pas la forme. Comment je peux perdre contre Villeray? J'ai pas la forme. » Il comprenait pas. Et il était très technique, aux deux. Donc ça veut dire que c'est pas du tout l'image du petit gros comme ça, dont on se fout de sa gueule, pas du tout. C'était un virtuose au point de vue technique. C'est-à-dire qu'il avait aussi cette capacité-là d'être totalement dans une réalité qui n'était pas celle du tout du théâtre ou du cinéma. Claude Zidi, réalisateur de L'aile ou la cuisse, le met en haut de l'affiche dans Bête mais disciplinée. C'est un bide. Le potentiel comique de l'acteur est cependant énorme. Il réalise un de ses rêves en donnant la réplique à Louis de Funès, dans La soupe aux choux, où il incarne un extraterrestre. Lui était extraordinaire. Par exemple, quand il fait son truc, ça a tellement marqué, surtout les gamins. Je veux bien vous le faire, mais c'est un texte écrit. Alors, allez-y. À un moment donné, il me dit j'en ai marre, hein. J'en ai marre parce que dès que je suis dans la rue, je vois quelqu'un sur le trottoir d'en face, il me fait ça, tu vois. Il y a un moment, j'ai fait autre chose quand même. Il paraît que vous faites formidablement bien le lézard. Ah oui? Est-ce que c'est vrai? Ah mais je sais pas. Alors, faites-moi le lézard. Papy fait la résistance. J'ai assisté à tout son entraînement, c'est-à-dire j'en pouvais plus. C'est culte. Il avait peut-être ce formidable génie de savoir se déplacer aussi bien dans l'humour, où on sentait quand même que c'était souvent la politesse du désespoir, mais aussi dans des choses tragiques. C'était quelqu'un qui était un peu comme Serrault. Il avait cette qualité-là de pouvoir se promener. Villeray est irrésistible dans des compositions délirantes. C'est un acteur perpétuellement en recherche. C'est plus qu'une recherche. C'est plus que ça. C'est ce qu'on appelle des rencontres. Hé, tiens, quand vous avez des invités, elle se met tout de suite à faire l'intéressante. Alors on ne parle plus que d'elle. Si par malheur, il y en a un qui dit « Oh, il est très joli, votre violoncelle, alors là... » Elle fait la gueule, vous en avez pour 8 jours. Et il est formidable dans les fractions, il est fabuleux. Les gens ne connaissent pas bien ce film, hein, c'est drôle. Hein. Un personnage totalement à l'inverse de tout ce qu'il a pu faire, quoi. Non mais, comme quoi, il pouvait tout jouer. Godard m'a appelé, il m'a dit « Bonjour, je suis avec votre copain Villeray, j'ai plus d'idées, là, je fais un film, vous n'avez pas des gags. » J'aimais bien le fait qu'il puisse aller, je dirais, de Godard à Zidi. Ça, je trouve que c'est... D'ailleurs, je trouve que c'est ça, les grands acteurs. Les grands acteurs, ils peuvent aller partout. Le travail de Jacques Villeray était un travail secret. Je n'ai jamais répété de ma vie avec Jacques. Pour rien. Même pour Le Dîner de cons, qui est une pièce de théâtre. Même pour tous les films avec Claude, jamais. On n'a jamais répété la scène avant de la tourner. Strictement jamais. Pourquoi? Parce que Villeray était très exigeant. Sa cruauté, elle était aussi dans le travail. Il ne pardonnait pas l'erreur. Donc il travaillait tout seul
dans son coin. Mais quand je dis travailler, ça veut dire que j'ai jamais vu Villeray bouler un texte. J'ai jamais vu Villeray être comme une digue qui lui ferme ce qu'il a à dire. Tout était nickel chrome. On lui donnait un personnage, il travaillait chez lui, il notait, il réécrivait tous ses textes à la main, tous les dialogues pour mieux se les mémoriser visuellement. Il avait vraiment bossé pour bosser comme, enfin voilà, c'est ce que je fais aussi. Je peux changer des mots, je peux changer une virgule, mais en tout cas, quand on a travaillé. Si c'est bien écrit et que la virgule est bien, ça n'arrive pas toujours, c'est pas toujours le cas, mais quand la virgule est bien placée, elle a du sens. La guerre, avant d'être l'affrontement de ceux qui se détestent, était d'abord la séparation de ceux qui s'aiment. Vous me dites ne rien connaître des hommes, quant à moi, depuis plus d'1 an que je suis dans cet enfer, je ne sais plus à quoi ressemble une femme. C'est pas trop... non? Tu peux jouer avec lui n'importe quoi en face, il ne changera pas. Ce qui changera, c'est l'émotion qu'il y mettra. C'est-à-dire que tout d'un coup, regarde bien dans les films, décrypte, il est tout d'un coup surpris. C'est le seul. 99% des acteurs ne sont pas surpris de ce que dit l'autre acteur. Parce que ce ne sont pas des acteurs. Alors, pile, vous prenez le métro, face, on essaye de se rencontrer, quoi, d'accord? Tu ne parlais pas avec Villeray. Tu n'arrivais pas à le convaincre, même dans le rôle. Non. Il fuyait. Et simplement, tu pouvais le rattraper. C'est un acteur, tu peux prendre les scènes typiques de sa vie. On passait notre temps, nous, à le rattraper. Ce qui va malheureusement le rattraper et freiner cette ascension fulgurante, ce sont ces vieux démons. Oui, j'étais très très ami avec lui. Jusqu'au jour où on a eu un petit clash. Parce qu'il était dans un état anormal. Et donc on s'est séparés un petit peu. Et on a été très malheureux, l'un et l'autre, de ce petit clash. Mais à un moment donné, vous avez ce qu'on appelle des adversaires. L'alcool a joué de très mauvais tours à Jacques. J'étais allé le voir une fois... Enfin, j'ai espéré le voir une fois dans la contrebasse, mais malheureusement, il n'était pas en état de jouer ce soir-là, donc ça a été annulé. C'était un alcoolique, véritablement alcoolique, et il n'arrivait pas de s'en séparer. Il a essayé 2-3 fois de faire des cures et rien à faire, il retombait dedans, quoi. Allez hop. Moi je bois un coup, puis après, hop, j'en bois un autre. Un jour, on me téléphone. Monsieur Huster? Oui, vers midi, hein. Est-ce que vous savez où est Monsieur Villeray? On n'a pas de nouvelles de Jacques, il tourne demain. Est-ce que... j'ai dit, je vais me mettre en route. La prod m'appelle. Où est Jacques? Attends, moi le soir, je l'ai vu, c'était à l'Espace Cardin, il jouait. Mais on l'a vu ce matin à midi, à l'Opéra, vous étiez avec lui? Bah oui. Mais après, je lui dis, mais moi, je suis pas... Art Média. Il a disparu. On l'a retrouvé en prison, il s'était battu dans un bar, on a annulé des représentations. J'ai retrouvé Jacques qui me disait dans la répétition « je reviens dans un quart d'heure », il disparaissait, on le retrouvait 3 jours après dans le bois de Vincennes. Quand il démarrait chez les Russes, je savais où il terminait, s'il il démarrait pas chez les Russes, c'était un autre trajet, et donc je le retrouvais toujours, bien sûr. Et il est où? Il était dans une cabine téléphonique. À Place Clichy, il s'était endormi dans la cabine et les gens ne pouvaient pas rouvrir la cabine parce qu'il y avait son corps qui bouchait la cabine. C'est comme ça qu'on l'a retrouvé. Fechner arrive, il dit, mais enfin, Jacques, qu'est-ce qui se passe? Et Jacques, il dit, tu te rends compte, t'es blessé, comment on va faire? Et Jacques lui fait, mais écoute, j'ai été attaqué par des Russes. Donc on me prenait pour le garde du corps de Villeray. Moi j'étais là, je buvais un petit whisky. Et Jacques me disait, bon Jean-François. Il était beurré, il était resté, je sais pas quoi, avec Corsan, ou Sherwood, ou je ne sais quel... Il n'a pas joué, non, c'était Belmondo qui était propriétaire du théâtre où se jouait des variétés, où se jouait le dîner de con.
Et foudrage, le lendemain, il était allé chez lui, il sonnait chez lui en disant « Je te préviens, c'est fini, ça ». Et Jacques, derrière la porte, avait cette phrase formidable, avait dit « Arrêtez, hein, je vous préviens, si vous m'emmerdez, je tue ma femme ». On a tout fait avec ses amis, avec André Dussolier, je veux dire, les gens qui le touchaient de proche. On a essayé plusieurs fois de le sortir de là. J'ai la moto à côté, hein. Le casse la moto, prêt à partir. L'autre « Jean-François, me laisse pas !» Il était magique, malgré ça, il était magique, quoi, bien sûr. C'était quelqu'un qui avait besoin d'un autre sang que le sien pour pouvoir tenir, et ce sang, c'était l'alcool. Enfin, il est dans la voiture, il part, parce qu'il tourne. Moi, je reprends ma moto, je m'en vais. Le soir même, il est au téléphone. Non, mais finalement, c'est pas mal passé, parce que lui, c'est bon. Il y avait 15 pages, c'est pas un problème. Jusqu'à 4-5 heures de l'après-midi, ça allait à peu près. Et puis d'un seul coup, il arrivait à piquer des colères, à devenir d'un racisme épouvantable, etc., alors qu'il ne l'est pas du tout. Il avait un côté aussi Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait une culture insensée. À un moment, on voulait faire quelque chose autour de Rabelais. Il me récitait des passages entiers du Quart-Livre. Il me récitait des passages entiers de Beaumarchais. C'était quelqu'un qui avait à la fois une musicalité mémorielle qui fait que tous ses textes ressortaient avec une justesse incroyable. Et en même temps, quand tout d'un coup il avait trop bu, il pouvait devenir quelqu'un, un ogre, c'était tout d'un coup un diable, c'était tout d'un coup quelqu'un qui sortait ses fantasmes, ses terreurs. Quand on a cet acteur qui s'exprime autant devant la caméra ou sur scène, avec tellement de talent, d'invention, de génie, et puis qui dans la vie devient un petit monsieur qui regarde en coin, qui marmonne, qui je sais pas trop, et puis qui explose dans la vie, on se doute bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jacques, c'était un bon vivant qui avait beaucoup de mal à vivre. Mais c'était un homme malheureux dans la vie. Je ne l'ai jamais vu heureux. Il était heureux que sur scène ou devant une caméra. Mais vous savez, les grands acteurs ne sont jamais heureux. Sa souffrance qu'il avait, qu'il cachait de ce père inconnu, mais connu, qu'il a découvert être après un père algérien, qu'il a torturé, qu'il a accepté, pas accepté. Il voulait retrouver son père. Enfant battu, quand même, plus ou moins. Lui, il aimait son grand-père, sa mère s'en est jamais occupée, des tannés dans le berceau, des machins, il se souvenait de quelques trucs, il voulait retrouver son père, qui était reparti en Algérie. Ses valises de l'enfance, il les a emmenées avec lui tout le temps. On s'était mis tout un plan, on va en Algérie, on retrouve mon père, on n'a jamais fait ça. Un homme fragile, marchant sur un fil en permanence, comme un funambule. Des fêlures qui ne l'empêchaient pas de développer une grande humanité. Pour moi, Jacques, c'était comme mon frère, quoi, voilà. J'ai toujours considéré Jacques comme ma famille, voilà. Et c'est vrai que ma fille, c'était son parrain et qu'il y avait de l'amour. Je ne voyais pas quelqu'un d'autre pour s'occuper de ma fille, quoi. Et puis, quand on passait nos vacances, il s'en occupait, il la prenait par la main, il les faisait faire des tours, il s'amusait avec et tout. Le choix, il était que là, quoi. Moi, je le vois quand il a pris la première fois ma fille dans ses bras. On va vous tirer de là, monsieur Brochant, ne vous inquiétez pas, on va vous tirer de là. Vous êtes entre de bonnes mains, là. Allô? Oui, je voulais parler au docteur Archambault, s'il vous plaît. J'appelle de la part de monsieur Pierre Brochant. Oh, excusez-moi, je me suis trompé de numéro. C'est lui qui a proposé à ce que je fasse le dîner de con à Francis Weber. Ce que j'ai vu du travail, c'est un travail d'une minutie pas possible. Et que Francis Weber, très précis dans la force comique qu'il fallait donner, c'était vraiment du haut vol. Hein. C'était vraiment... Oh. Il est affalé sur le plancher comme un vieux sac. C'est pathétique. Mais à qui il parle, d'abord? Mais à qui vous parlez, bordel? Excusez-moi, qui est à l'appareil, là? La grande partition de comédie, on va dire. Hein. Franchement, c'était... Et comme Jacques avait joué le rôle au théâtre, qu'il avait eu un gros succès, et il était plus que prêt, je dirais. Il rayonnait, quoi. Il possédait son argument d'acteur comme personne. C'est quelqu'un qui fonctionnait par des coups de folie, un peu.
C'est-à-dire très raisonnable, très travaillant, et puis tout à coup, ça partait. Vous voyez, il y avait des fulgurances, une sorte de dinguerie qui sortait. Enfin voilà, de toute façon, il avait une science de ça, par ses one-man shows, Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a eu un parcours. Il aimait composer, Là, il cherchait. Alors le dîner de cons, on se connaissait déjà, parce que vraiment on avait bien accroché sur Apfelgluck, et on se retrouve sur le dîner de cons où on peut dire qu'on a souffert ensemble. Voilà. Du nombre de prises, de l'exigence de Francis Weber. Nos états d'âme ne l'intéressent pas beaucoup, hein, donc il veut ce qu'il a, puis voilà, il veut obtenir ce qu'il a écrit, et puis voilà. Et la scène, par exemple, du rire, il y avait Thierry et il y avait moi. Thierry Lhermitte et moi, on était en face. On va commencer par Francis, vas-y. On fait une prise. Très bien, c'est parfait. Bon, on en fait juste une. On en a fait 35. Et au bout de 35, Francis dit, bon, bah écoute, on s'arrête là, ça va. De toute façon, c'est la première, la mieux. En fait, il avait tourné les 35 pour attendre, voir quelle est celle que j'allais rater. Non, c'est une plaisanterie. Mais en même temps, c'est la vérité. Très bien. Et le lendemain, on a refait l'Ermite. Eh bien, Jacques Villeray, qui, contrairement à l'Ermite et moi, avait joué la pièce près de 1000 fois, chaque réplique de Villeray, Francis Weber recommençait à le diriger. Avec Jacques, on répétait, parce que c'était tellement stressant, les prises étaient tellement longues et qu'on répétait pour être sûr du texte beaucoup avant. Enfin, ouais. Francis Weber, lui, nous a laissé de Jacques Villeray l'image du merveilleux comédien de théâtre qu'il était, du monstre sacré, qui savait ce qu'il fait. Je dis bien qui savait ce qu'il fait, où tout est technique et maîtrisé. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va être un succès colossal. Et dès la première projection, je l'ai senti. Un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. On le sait, une des 10 plus grandes comédies françaises. Le Dîner de cons est non seulement en tête du box-office, mais il permet à Jacques Villeray de remporter le César du meilleur acteur. C'est à ce moment-là, au sommet de sa gloire, qu'un événement funeste va s'abattre sur lui. Il a vécu une immense déception avec son épouse, où il a eu un coup de poignard dans le dos quand il s'est aperçu que tout l'argent qu'il lui avait donné année après année pour payer ses impôts, car il ne s'en occupait pas, en vérité, elle n'avait pas payé les impôts, elle l'avait gardé pour elle, et tout d'un coup, il a eu le fils qui est arrivé en lui disant, ça fait, je sais pas quoi, 10 ans que vous n'avez pas payé, et là, il est tombé des nues. Et là, ça a été quelque chose qui l'a beaucoup abîmé. Parce que son épouse, Irina, qui en a vécu aussi des vertes et des pas mûres, hein, parce que ce n'était pas toujours facile d'accompagner Jacques. Mais enfin, là, il y a eu une trahison qui l'a vraiment blessé. Ça a été un coup, je ne dis pas mortel, mais c'était un coup. J'ai senti une déception tellement immense par rapport à une femme qu'il avait connue et dit « c'est ma femme, elle gère tout ». Dès lors, pour Jacques Villeray, le choix est simple. Il va travailler sans relâche, enchaîner les films. Et c'est dans cette fuite en avant qu'il fera pourtant de belles rencontres. J'avais donc je ne sais plus quel âge, et quand on m'a dit « tu fais ce film avec Jacques Villeray », je ne dis pas qu'on est toujours dans un rapport de séduction quand on tourne avec un autre acteur, mais c'est quelque chose qui existe, et surtout quand on tourne une histoire romantique, voilà. Et j'avais cette scène de baiser avec lui, et bah ça m'a troublée. Ouais, j'avais une grande tendresse pour lui, et c'est vrai, peut-être que je sais pas, que quand je le regardais, on avait envie de l'aider, on avait envie de le rendre heureux. Et j'ai eu des grands moments de fou rire parce que dans ce rôle, donc je faisais une guide. Et donc on m'avait donné un immense Land Rover. Et je conduisais, et on faisait beaucoup de scènes, on faisait vraiment 500 bornes, et c'est moi qui conduisais, et il y avait l'équipe, la caméra était dans une autre voiture, ou parfois au bord de la route, et nous on avait des talkie-walkie, donc on était seuls à 3. Et j'ai le souvenir de lui très souvent, parce que moi je m'emballais un peu, ça y est, j'étais guide de montagne au Maroc, j'avais beaucoup d'expérience, alors que je devais avoir mon permis depuis 3 ans à l'époque. Et du coup, par moments, je faisais un peu il était derrière, il me disait arrête, fais pas la conne, fais pas la conne, fais pas la conne. Il me disait tout le temps, fais pas la conne. Voilà, mais c'était... on a beaucoup ri, en fait. Beaucoup ri sur ce tournage.
Quand j'ai ressorti ce livre que j'avais mis de côté à 25 ans, et j'avais dit que j'allais en faire un film un jour, et pour moi, il y avait Riton, ça a été tout de suite Villeray. Becker qui a tiré de Villeray le meilleur, c'est-à-dire le Villeray malgré lui, le Villeray qui arrête de jouer, qui a une présence et qui sait même plus ce qu'il fait. Et j'ai pensé à La Poison, à ce remake, parce qu'il y avait un duo à faire entre l'avocat et ce paysan madré. Et je savais que ça allait faire quelque chose de très, très amusant. Il aimait énormément travailler avec André Dussolier. Dussolier-Villeray, c'était le couple de mes films. On ne s'est plus mutuellement et on a eu envie de travailler ensemble. Alors on a fait 3 films et on en aurait fait 4 s'il n'était pas mort. Bah, c'était Dialogue avec mon jardinier, que Daoussin a fait magnifiquement. Mais normalement, au départ, c'était avec lui que je voulais le faire. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai, malgré moi, jeté une petite mode de film, disons, rural, on va dire ça comme ça. Donc Villeray s'est transplanté là, dans ce film, Malabar Princess, très, très facilement. J'ai eu ici, dans ce bureau, un coup de téléphone de Jacques qui... ça a duré 1h30. Mais il était bourré. Il était au téléphone pendant 1h30 et il m'a dit « J'ai adoré votre histoire, etc. » Et c'est parti dans un coup de téléphone à ne plus en finir sur ce personnage, une conversation un peu incohérente. Et je me suis dit « Oh là là, mon Dieu, ça va être difficile. » Sur le tournage, il a été quasi irréprochable. Quand je le connaissais pas, je me disais « Mais c'est un type qui est quand même... qui véhicule une certaine ruralité, qui est un type de la campagne. » Moi, il y a des bouts de séquences où il doit fendre du bois, une séquence où il emmène un cheval par la... Il avait jamais vu ça de sa vie. C'est rigolo, c'était un urbain, quoi. Malabar Princess est un succès, mais Jacques Villeray est fatigué. Après Vipère au point de Broca, Is No Good, L'Antidote, il joue dans Les âmes grises, son dernier film. Et quand on lui a fait lire le scénario des âmes grises, il a adoré l'histoire et il voulait absolument faire le film. Et c'est son dernier film, il l'a fait avec beaucoup de talent, avec beaucoup de plaisir, à travailler avec Yves Angelo qui connaissait de mon film, puisque Yves Angelo avait fait la lumière de Malabar, entre autres. Il voulait faire une comédie musicale avec moi. Voilà, je me souviens de ça. Il avait envie de faire un truc chanté, dansé, loufoque. Ça aurait été bien. Mais on était prêt à refaire un film. On s'était revus et on avait envie d'aller au bout du voyage, quoi. On devait tourner Napoléon, moi dans Bonaparte et Jacques dans Napoléon, en deuxième partie du film. C'est un projet prodigieux, avec tous les plus grands acteurs du cinéma. Et malheureusement, le projet n'a pas abouti. Cette nouvelle, je l'ai apprise par la télé. Et puis, à ce moment-là, ma fille était dans sa chambre. Et c'est là où on s'est regardé avec ma femme. Et je lui ai dit, je veux pas qu'elle l'apprenne par les journaux ou par la télé. C'est à nous de lui dire, quoi. Et ça a été une des choses les plus pénibles de notre vie. De lui annoncer la mort de son parrain. Cet homme à qui la mort, la maladie, son diabète lui a volé 30 ans de vie et a volé au cinéma français et au théâtre une trentaine de rôles. C'est une catastrophe. La mort de Jacques Villeray est une catastrophe et elle était programmée. Sa mort est triste comme toutes les morts, surtout à son âge, mais en même temps, voilà, quand on vit la vie qui mène, ça s'appelle chercher le suicide. C'est ça, il fait partie des suicidés quand même, hein. C'est pas très drôle de dire ça, mais c'est... La liste des acteurs qui se sont suicidés est impressionnante. Tout simplement parce que ce sont des gens qui ont plus besoin d'amour que les autres. C'est un peu facile de vous dire c'est l'alcool qui a tué Villeray. C'est un peu facile de dire ça. Moi, je dirais qu'il n'était pas tout à fait équipé pour vivre dans le monde cruel dans lequel on vivait. Il n'était pas équipé pour vivre dans une réalité quotidienne qui était celle voilà, de la société. Et... On savait que ça allait arriver un jour, pas si tôt évidemment, dans 5 ans ou dans 10 ans, mais qui serait usé, épuisé.
Mais on pensait que le fait de continuer à jouer le porterait miraculeusement. Donc il y a eu un moment très dur, un peu honteux. Et puis il y a une deuxième chose qui m'est apparue, c'est que je me suis dit, il a bien fait. Il a bien fait. Il a bien fait de vivre jusqu'au bout comme il voulait, parce que les autres ne se préoccupaient pas de lui. Et je ne suis pas allé à l'enterrement à Paris, parce qu'il y a certaines personnes, je savais qu'elles y étaient, je n'avais pas envie de les voir parce que je me serais fâché. Il y a des gens qui n'avaient pas été très bien avec lui, mais qui étaient quand même là pour les caméras, voilà, bon. Et j'ai dit à ma fille, t'inquiète pas, on va aller à Loches, et on ira voir Jacques, tranquillement, entre nous, à Loches. Et quelques temps plus tard, nous sommes partis à Loches, j'arrive dans un cimetière, on me dit non, c'est pas là, Monsieur Villeray n'est pas enterré là. Je dis comment ça? Il me dit non, on m'indique un autre cimetière. Ferrus. Oui. Et je dis bon, je reprends ma voiture, je vais dans ce cimetière où il n'y a personne, où je rentre, il n'y a pas de nom, il n'y a rien, et il y a toutes les tombes. Et je dis à ma fille et à ma femme qui était là, j'ai dit ben, on va faire chaque tombe et méthodiquement on va le chercher quoi. Mais je commençais à désespérer, je me dis putain, je suis venu pour ma fille et pour nous, pour voir Jacques. Je veux dire, je le trouve pas, j'arrive pas. Et il y avait personne. Et au bout de 2 heures, je sais pas pourquoi je dis ça, je dis Jacques, aide-moi. Jacques, aide-moi. 20 secondes plus tard, je sais pas pourquoi je passe et je vois la tombe de Jacques où ils l'ont dessiné comme ça avec la main. Et je vois Jacques qui me fait signe comme ça. Ah là là, mon cœur était... Et donc comme ça, ma fille a pu voir la tombe de son parrain, voilà. Et on s'en est rendu compte au moment des obsèques de Jacques qu'il y avait un énorme mouvement de sympathie. Alors bien sûr, il y avait tous les people qui étaient là, mais les people, après tout, c'est leur rôle. Mais des gens modestes qui sont venus là, qui voulaient, qui se rappelaient avoir vu Jacques quand il était jeune, ils se souvenaient de l'avoir côtoyé. Et quelque part, les gens avaient plaisir à nous dire « Ah, vous savez, on l'aimait bien. » Étonnant, ils ne l'avaient jamais rencontré, ils ne pensaient jamais le rencontrer. Vraiment, il faisait, je pense, quelque part, partie de la famille de beaucoup d'entre nous. Son ancienne école à Loches est devenue un lieu de pèlerinage pour ses camarades d'école. Il aurait pu faire des tas de choses, Jacques. C'est ça qui est tellement dommage, c'est qu'il avait vraiment une carrière énorme qui s'ouvrait à lui, une énorme. Il n'était pas fini en tant qu'acteur et il n'avait pas fait encore le film rond. C'est-à-dire le film qui fait qu'à un moment donné, il y a prescription. Il était sur le point de le faire. Villeray est resté un soldat. Et la traversée de Jacques Villeray dans ce métier, c'est celle du brave soldat Schweik. Un sacrifié. À sa mort, 52 ans, je me suis dit, mais attendez, vous avez fait quoi, vous? Il s'est abîmé, mais il s'est abîmé dans son métier. Il a donné, mais il s'est bien abîmé. Mais alors, qu'est-ce qu'il a donné? Jacques Villeray m'emmerde parce qu'il est toujours là, qu'il est toujours avec moi et qu'il aurait
quand même, si c'était pour en arriver là, il aurait quand même pu s'éviter de mourir. Ça s'arrête à 52, mais l'autre, il a jamais dormi. Donc, tu mets sur le chiffre, tu mets, bah oui, il vaut peut-être mieux mourir comme ça que... Il a offert à sa filleule un appareil photo. Ma fille est photographe. Ma fille, d'un seul coup, elle a eu la passion de la photo. Son parrain lui a offert ça. Elle est rentrée dans une école de photo, elle a réussi le concours. Elle a fait 3 ans dans cette école de photo. Là, aujourd'hui, elle est en école de cinéma. C'est Jacques qui a allumé le feu. Voilà, et son démarrage dans la vie, c'est grâce à lui. C'est formidable de lui amener une passion.